Bien, merci à tous, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de venir vous parler de maladie de Lyme. Alors, votre séminaire s'appelle Symposium Antibioticum. Je vais peut-être pas trop vous parler d'antibiotiques, un petit peu quand même, mais disons, le titre qu'on m'a proposé, c'est cas concret, borréliose de Lyme, prise en charge des cas chroniques. Et je me suis dit qu'à concret, c'est l'occasion de montrer un petit peu des exemples de patients, sachant que cette maladie, la maladie de Lyme, pose des problèmes clairement diagnostiques et thérapeutiques, mais au-delà du problème thérapeutique, puisqu'antibioticum, je dis, c'est plus thérapeutique, au-delà de ce problème-là, le problème est avant tout aussi un problème diagnostique. Et c'est par cet abord-là que j'ai choisi d'aborder le sujet autour d'un certain nombre de cas qui vont illustrer un petit peu des situations un petit peu différentes et je pense qu'ils vont permettre de donner un petit peu l'ampleur des difficultés qu'on a avec cette pathologie. Alors d'emblée, disons, le point de départ de la réflexion, c'est finalement, est-ce qu'on se place dans l'evidence-based medicine, ou dans la médecine fondée sur les faits, ou dans la médecine fondée sur l'expérience de chacun. Et c'est un débat qui est certes intéressant. Je vous ai mis la définition d'evidence-based medicine, mais donc c'est l'utilisation consciencieuse, judicieuse des meilleures données, qu'on appelle des preuves, sachant que ces preuves proviennent en général d'études cliniques, qui sont méthodologiquement bien contrôlés, bien paramétrés, qui permettent, disons, de déduire des éléments qui sont intéressants. Et clairement, disons, la polémique autour de la maladie de Lyme se situe un petit peu autour de cette thématique-là, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'evidence-based medicine qu'on connaît, les publis, les revues, les journaux réputés, puis de l'autre, vous avez, disons, les livres, les paroles, les écrits qu'on trouve dans les médias, sur Internet, et un petit peu partout, qui s'opposent un petit peu, et même complètement, et qui font qu'il y a vraiment une discussion, une polémique autour de cette pathologie. Donc, la question c'est de savoir est-ce que les publications scientifiques peuvent être prises en défaut par l'expérience de chacun. C'est un petit peu ce qui nous est reproché parfois, de trop s'appuyer sur les publications scientifiques. Donc moi, je vais vous présenter des exemples de patients que j'ai vus, en appuyant un petit peu quand même sur les données publiées, puisque finalement c'est un petit peu dans nos gènes en tant que médecin universitaire. Alors d'abord la borréliose de Lyme, de quoi parle-t-on? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que premièrement, en fait on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle de borréliose de Lyme chronique. On peut y attribuer différentes définitions. Est-ce que c'est la capacité de Borrelia, donc cet agent, de rester très longtemps dans l'organisme, forme chronique, donc quelque chose de long? Ça me paraît la définition la plus naturelle, la plus spontanée qui me vient à l'esprit. Mais au-delà de cette définition-là, il y a également la capacité de la bactérie à persister après un traitement. C'est-à-dire que là, on parle un petit peu d'échec, et puis vous verrez que c'est souvent un petit peu ce qui est discuté autour de la maladie de Lyme. Et puis il y a également la capacité de cette bactérie à provoquer un symptôme au-delà du traitement, c'est-à-dire quelque chose qui peut ressembler à ce que j'appellerais tout à l'heure le post-Lyme. Alors d'abord un tout petit mot sur les maladies chroniques et nous, tout le monde, les patients, mais tout le monde. J'ai trouvé ça dans une revue américaine je ne sais plus comment elle s'appelait, mais je trouvais ça assez intéressant. C'est une revue de médecine qui s'attachait à essayer d'évaluer l'ensemble des symptômes qu'on peut ressentir au courant d'une vie et qui ne sont pas forcément en rapport avec une maladie précise. Et là, sur cette carte, vous voyez, état par état, le nombre de personnes qui ont ressenti des symptômes sur un mois. Et en fonction de la couleur, on est entre, sur un mois, 20 et 25 jours où les patients ne ressentent pas de symptômes. Ce qui veut dire, à l'inverse, qu'en moyenne, pendant une bonne semaine par mois, tout le monde ressent des symptômes attribués à quelque chose d'anormal, des douleurs, une fatigabilité, etc. Donc quelque part, le but de cette étude, c'était de dire finalement, nous vivons avec un certain nombre de symptômes qui ne font pas forcément partie d'une maladie spécifique, mais qui font partie de notre quotidien, et qu'il faut savoir analyser, c'est-à-dire que c'est un petit peu le rôle du médecin, c'est de faire la différence entre ce qui revient à une maladie pour laquelle on a un traitement bien précis, et ce qui revient à quelque chose qui peut être assez proche de la normalité, même si c'est pas tout à fait normal de ne pas être en forme. Alors, j'en arrive à la borréliose de Lyme. Alors l'état des lieux, je vous ai montré ce schéma qui est issu de l'enquête alsastique qui a eu lieu dans notre région assez récemment, 2014 et 2015, qui montre globalement qu'en est-il de la maladie de Lyme, que sont ces formes chroniques sur l'ensemble des cas de maladie de Lyme. Et vous avez ici les érythèmes migrants qui représentent
globalement 80%, c'est-à-dire les phases primaires de la maladie de Lyme, sont la grande majorité de cette infection. Quand on regarde les formes disséminées, donc on n'est pas encore tout à fait dans le chronique, mais des formes un peu plus tardives, elles représentent en gros 20%, donc c'est une petite proportion importante, parce qu'elle est plus difficile à soigner, parfois plus handicapante, mais c'est une partie plutôt faible de l'ensemble des maladies de Lyme. Alors, pour en arriver à mes problématiques, j'ai décidé de choisir 4 histoires, j'espère que j'aurai le temps, 4 histoires différentes qui chacune ont une petite morale et qui permettent d'illustrer un petit peu ce qu'on peut dire sur cette maladie de Lyme. Alors c'est des histoires de borréliose avérées avec des problèmes un petit peu diagnostiques, c'est même des difficultés thérapeutiques également, ou parfois des borrélioses qui sont un petit peu infirmes. Alors, si je commence par une première histoire. C'est une patiente que j'ai vue, c'est une patiente de 65 ans qui naît de l'Inde, de plus en plus tendance à voir des gens qui viennent d'assez loin, avec une histoire de douleur, de fatigabilité qui évolue depuis plusieurs mois. Et elle avait été hospitalisée suite à un malaise avec des céphalées. C'est ce qu'elle me raconte. Hein. Là, je suis dans l'anamnèse, c'est comme ça qu'elle me le raconte. Elle avait été hospitalisée à ce moment-là, et puis finalement, le résultat du bilan, quand je dis que t'es confus, c'est elle qui n'avait pas de souvenir très précis de ce qui s'était passé. Elle savait qu'il y avait une IRM qui semblait-il était normale, une IRM cérébrale. Elle me parlait de notion de méningite sans pouvoir me dire précisément si ça avait été confirmé ou pas. Et quoi qu'il en soit, à l'issue de cette hospitalisation, il n'y avait pas eu de traitement spécifique. Alors, elle me disait, mais ça ne va pas. Je veux dire, cet événement avait lieu quand même à peu près 1 an auparavant. Elle me disait, ça ne va pas. Et elle me dit, habituellement, je suis dure à la douleur, mais là j'ai mal partout, surtout au dos, fatiguée, céphalée. J'ai pris un petit peu les termes qu'elle me proposait. Elle était très inquiète par rapport à l'hypothèse d'une maladie de Lyme, puisque actuellement, dès qu'on ouvre un journal, on pense à cette pathologie. Et elle avait tout de suite identifié qu'il n'y avait pas d'érythème migrant, qui est cette phase primaire, qui est souvent le début de la maladie, et qui, quand elle est là, permet, disons, d'établir ou d'envisager le diagnostic assez facilement. Alors, sur l'ensemble des symptômes, moi, en face, j'avais une analyse, disons, essayé de faire une analyse un petit peu médicale, de traduire un petit peu ce qu'elle me disait en des termes, disons, qui voulaient signifier quelque chose sur le plan médical, et finalement, ça manquait un petit peu de précision. Aucun critère de borréliose, on a des critères assez précis qui permettent d'orienter sur une borréliose, pas donc de critères de méningoradiculi, d'arthrite, tout ce genre de choses, mais elle parlait surtout de ces douleurs dorsales. Alors j'ai essayé de savoir s'il y avait un facteur déclenchant, il n'y en avait pas, de localisation, c'était un petit peu thoracique, et puis je lui dis est-ce que c'est des radiculalgies, et puis elle se plaignait également de céphalée, assez importante, et en fait, en allant un petit peu plus loin, en faisant l'anamnèse, j'ai décidé d'appeler le service où elle était hospitalisée. Et en fait, elle avait effectivement une méningite lymphocytaire à l'occasion de cette hospitalisation antérieure. Et ça, c'est un élément qui est vraiment fondamental, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de très précis qui s'est passé, de très concret, de très objectif, et que finalement, c'était le début de tout ce qui s'est suivi après. Et quand je l'ai interrogé, en fait, les douleurs dorsales qu'elle présentait, quand tu l'as examiné, pardon, il se trouvait que ça pouvait très bien correspondre à quelque chose de radiculalgique, avec des douleurs vraiment qui suivaient un métamère d'un nerf intercostal, ce qui est quelque chose de relativement rare. Mais chez cette patiente-là, avec méningite lymphocytaire, j'ai oublié de vous dire que la sérologie était positive, des radiculalgies, et bien finalement on arrivait, en essayant de reformuler un petit peu ces symptômes, à avoir une définition tout à fait claire de ce qu'on trouve dans les méningoradiculi de borréliose de Lyme, avec un diagnostic donc, qui a été retenu, un traitement par ceftriaxone qui a été proposé, une évolution plutôt satisfaisante. Donc je me suis dit, je vais commencer par vous raconter une histoire carrée, un peu difficile par rapport au diagnostic, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important d'arriver à définir les choses, parce que dans la parole des gens, parfois c'est un petit peu difficile et c'est un peu confus, d'autant plus qu'ils sont un petit peu subjugués par ce qu'ils disent sur Internet, donc parfois ils vont divaguer sur ce qu'ils ont lu et ils interprètent ça eux-mêmes, et quand on le retraduit, on arrive quand même parfois à des conclusions assez simples sur des formes assez longues de maladie de Lyme pour laquelle la réponse est le traitement antibiotique avec une évolution tout à fait classique et favorable. Alors au-delà de ça, évidemment, il y a d'autres problèmes. Alors, juste un petit mot, petit focus sur le problème des formes neurologiques. C'est vrai que ces formes neurologiques sont complexes. La maladie de Lyme, il y a des formes neurologiques et des formes articulaires. En gros, c'est les deux manifestations qui regroupent ce qu'on appelle les manifestations tardives, qui peuvent évoluer parfois pendant des mois, voire des années, d'où cette idée de forme tardive, de cas chronique, comme on dit, de maladie de Lyme. Or, ces problèmes neurologiques sont parfois difficiles à identifier. Les manifestations typiques, c'est ce qu'on appelle les radiculites, donc des douleurs un petit peu à type de névralgie, ou comme chez la patiente, au niveau thoracique c'est plus rare, mais c'est plutôt au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, ou au niveau facial avec la paralysie faciale. Il y a d'autres tableaux qui ont été associés.
Quand on regarde dans la littérature, on trouve beaucoup de choses. Et dans le cas du diagnostic, il me paraissait très important d'appuyer, enfin de mettre le point sur l'utilité de la sérologie dans le liquide céphalorachidien, où ça permet d'identifier ce qu'on appelle une synthèse intrathécale d'anticorps, et ça, c'est un argument diagnostique extrêmement fort qui permet, disons, d'être à peu près sûr du diagnostic. Alors c'est associé parfois, mais pas toujours, à la méningite lymphocytaire, qui est également un argument de poids pour le diagnostic. Mais il y a un piège dans ces neuroborrélioses, dans les formes précoces. La sérologie sanguine peut être négative, et donc il est intéressant, dès qu'on a un doute, de faire cette analyse du liquide cérébrospinal qui permet de rectifier le diagnostic. C'est particulièrement connu pour les paralysies faciales, qui sont des formes souvent très précoces de la neuroborréliose, où la première sérologie peut être négative, et c'est la ponction lombaire qui permet de rétablir le diagnostic. Alors si on regarde un petit peu sur les études, je vous ai dit, il y aura quand même un peu des études, parce qu'il y a quand même des données intéressantes dans la littérature. Sur une étude toute récente, qui est intéressante, c'est une étude danoise, qui a été faite sur un nombre de patients assez important, plus de 400 patients, qui avaient tous une neuroborréliose avérée avec des critères tout à fait stricts, hein, en particulier la présence d'une synthèse intrathécale ou d'une méningite. Quand on regarde un petit peu, finalement, ce que ça donne, cette neuroborréliose, ben, il y a beaucoup de radiculites, beaucoup d'atteintes des paires crâniennes, en particulier la paralysie faciale. Les atteintes centrales sont beaucoup plus rares, avec des cas d'encéphalie de temps à autre, des troubles mnésiques. Et ce qui est intéressant, c'est le délai de survenue de la réponse clinique. On a l'impression qu'il y a un délai de survenue, c'est-à-dire que là, vous avez ici une courbe qui est mois par mois, et on voit qu'il y a quand même une saisonnalité de ces formes neurologiques de maladie de Lyme qui semble témoigner en fait que ce n'est pas une maladie aussi chronique que ça survient quand même relativement rapidement après une piqûre de tique. Mais quand on regarde l'ensemble des symptômes, le temps qui s'est passé, la plupart des patients avaient des symptômes qui évoluent depuis moins d'une semaine ou la grande majorité depuis moins de 4 semaines. C'est-à-dire qu'on remet en cause cette forme chronique de maladie de Lyme. Est-ce qu'on peut parler de forme chronique? Est-ce que ça reste? Est-ce que ça persiste? Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Voilà, entre 6 mois et 1 an, ça représente 10 patients sur les 400. Donc quelque part, ça permet de dire que la forme chronique, c'est quelque chose qu'on peut envisager qui existe, mais ça représente une très faible proportion des patients qui ont une neuroborréliose. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dans des établissements pour personnes âgées, ça tombe bien, je parlais un petit peu de troubles cognitifs. Là encore, c'est une étude qui a été faite en Alsace par nos collègues neurologues qui s'occupaient de la consultation mémoire. Et là encore, le même message, c'est-à-dire que quand on fait systématiquement des fonctions lombaires et des recherches de maladies de Lyme à des gens qui viennent pour des troubles cognitifs, et ben voilà ce qu'on récupère, 1,25% de patients qui avaient une synthèse intrathécale, donc c'est très très rare. Et sur cela, il n'y en a que 0,44% en tout qui répondaient au traitement antibiotique, donc qui répondaient probablement à une vraie maladie de Lyme évolutive, avec lesquelles on a pu poser le diagnostic avec certitude sur, en plus, la réponse thérapeutique. C'est très peu, donc ça peut exister. On n'arrive pas à identifier une sémiologie particulière chez ces patients-là, mais voilà, on peut y penser de temps à autre, mais surtout, il ne faut pas imaginer que cette borréliose de Lyme est présente partout, en particulier chez les gens qui ont des troubles cognitifs. Alors, une deuxième histoire pour illustrer, pour aller un petit peu plus loin, pour illustrer un autre problème, enfin un vrai problème. C'est un patient que j'ai vu également il y a 1 an à peu près, un patient de 80 ans, relativement âgé, mais qui était vraiment en forme, qui n'avait aucun problème cognitif. Lui, ses problèmes, c'est les troubles de la marche. Troubles de la marche avec des troubles sensitifs qui évoluent depuis plusieurs années. Clairement, depuis plusieurs années, ça lui a gâché un petit peu la fin de sa vie. À tel point qu'il est venu avec une canne, puisque en fait il avait un steppage, donc un déficit moteur du releveur de la jambe gauche, et des troubles de la sensibilité profonde. Donc il avait vraiment beaucoup de mal à se déplacer, mais comme il était encore assez tonique, il continuait avec ses cannes à arriver à se déplacer. Et il avait fait un petit peu un bilan étiologique dans ce contexte-là. Il y a une polyneuropathie sévère des membres inférieurs qui avait été mise en évidence, avec un électromyogramme à l'appui. Et évidemment, bilan étiologique, on fait une sérologie de la maladie de Lyme qui était fortement positive. Donc la question qui se posait, quel était le lien entre cette neuropathie et la borréliose de Lyme? Alors il avait un parcours un peu particulier, et je trouvais ça sympa de partager ça avec vous, parce que le neurologue qui avait fait le diagnostic de polyneuropathie avait une attitude un petit peu prudente par rapport à cette sérologie de la maladie de Lyme. Il disait oui, bon, c'est pas sûr, une séroprévalence assez importante dans notre région, ça n'a peut-être rien à voir. Le médecin traitant là-dedans, il disait oh, moi je suis neutre là-dedans, la maladie de Lyme c'est très polémique, je ne vais pas m'en mêler, voilà, faites un petit peu comme ce que vous voulez. Et puis il y a eu beaucoup d'hésitation pour le traitement antibiotique,
Et puis finalement, le patient s'est dit, bon, moi je vais faire autre chose que des antibiotiques, prise en charge un peu alternative, et aller voir des médecins un petit peu qui lui ont prescrit un petit peu toutes sortes de produits qu'on peut utiliser dans cette situation-là. Et puis l'entourage était assez influent aussi sur le patient, enfin il s'est un petit peu informé, il disait, mais attention, c'est une maladie de Lyme, c'est chronique, tu vas mourir, etc., ça va pas aller bien. On lui a proposé de voir ce qu'on appelle des Lyme doctors, médecins qui, voilà, qui ont une prise en charge un petit peu différente de ce qu'on recommande dans les sociétés savantes habituelles. Et puis il est allé jusqu'à la réflexion personnelle, il s'est dit, bon, ouais, voilà, il m'a contacté, il m'a dit finalement, j'aimerais vous montrer mes pieds. Et ça c'est un point qui est important, parce que ces pieds c'est ça, alors je suis désolé, ça passe pas très bien, mais clairement ce patient, il avait fait le diagnostic lui-même en fait, c'était bel et bien une maladie de Lyme, il avait une acrodermatite atrophiante avec une rougeur du pied, diagnostic qui a été confirmé par la biopsie cutanée, avec des borrelia qui ont été trouvés. Et là aussi, il a eu un traitement par ceftriaxone, mais sur une atteinte aussi ancienne, en fait, qui évolue depuis plusieurs années. Il n'a évidemment pas récupéré, c'est-à-dire que le stépage, il l'a gardé, l'atteinte motrice, elle est probablement définitive, et ce patient a clairement une maladie de Lyme, avec tous les critères, et il a clairement des séquelles neurologiques de sa maladie de Lyme. Donc, manifestation cutanée tardive, l'acrodermatite, juste pour dire que c'est une forme chronique de la maladie de Lyme, qui est souvent associée à des problèmes neurologiques, en particulier de neuropathie. Et juste pour l'histoire, c'est un petit peu la première forme de maladie de Lyme qu'on connaissait, qui date les premières descriptions datent du 19e siècle. Donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et quand on regarde un petit peu, on a très bien pu identifier que les gens avaient des évolutions très longues de plusieurs années, jusqu'à 4-5 ans facilement, où on trouvait encore des borrelia qui étaient présents dans la peau sur la biopsie. Donc ça témoigne bien de la capacité de borrelia à persister effectivement très longtemps. C'est rare, mais ça peut arriver. Alors du coup, ce patient, on peut se poser la question, est-ce que c'est un syndrome post-Lyme finalement? Il a fait une maladie, il a des séquelles, c'est un petit peu ça. Alors qu'en est-il de ce syndrome post-Lyme? Alors comment le définir? Alors il y a des définitions assez diverses. C'est en fait la persistance des signes cliniques malgré un traitement antibiotique bien mené, avec des persistances de phénomènes déclenchés par l'infection, mais sans la bactérie, elle n'est plus là, il y a des signes qui sont encore là. Alors c'est pas très spécifique quand on regarde les descriptions cliniques. Tout ce qu'on est sûr, c'est que les durées sont prolongées, c'est une maladie chronique et c'est définitif. Alors globalement, on n'a pas de critères diagnostiques, ni cliniques, ni biologiques. Donc finalement, on ne sait pas trop le définir. Le seul point commun quand on discute un petit peu avec les gens qui sont vraiment très portés à croire que ça existe, c'est qu'ils pensent que le point de départ, c'est la piqûre de tique. C'est un peu compliqué parce qu'on a évalué ça, il y a presque 80% de la population en Alsace qui a été un jour ou l'autre piquée par une tique, enfin qui s'en souvient, sans dire que ceux qui ne s'en souviennent pas, donc on doit être proche de 100%. Donc globalement, vous avez été piqué par une tique, vous avez des symptômes qui répondent à pas grand-chose, vous avez une biologie qui répond pas à grand-chose, vous avez peut-être un syndrome post-Lyme. Donc globalement, ça concerne à peu près, on va dire 99,9% de la population française. C'est très difficile, je veux dire, du coup, ça manque de rigueur. Pour moi, ça manque de rigueur scientifique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le patient que je vous ai montré est la preuve qu'on peut avoir des séquelles, mais il faut avoir un petit peu de recul avant d'interpréter comme des symptômes comme un syndrome post-Lyme. Alors après, il y a d'autres hypothèses, des infections, etc. Tout devient possible à imaginer. Je passe à la troisième situation dont je vais vous parler, puis on va encore évoluer un petit peu. C'est une patiente de 63 ans qui a un antécédent qui est une maladie de Crohn, qui est quiescente, qui n'est pas très active, qui travaille dans le parc régional des Vosges du Nord, donc c'est un haut lieu de la maladie de Lyme, beaucoup de forêts, beaucoup de tiques, beaucoup d'animaux, etc. Mais bon, elle s'occupait de la gestion des musées, donc elle n'était pas forcément trop exposée aux piqûres de tiques. Et elle consulte pour en fait une suspicion de maladie de Lyme. Tout de suite, elle me dit je veux des réponses. Je suis un cas d'école, j'aime bien ce genre de paroles parce que on les retrouve très souvent chez les patients qui viennent nous voir pour les maladies de Lyme, parce qu'ils sont très convaincus qu'ils ont quelque chose de très grave. Alors c'est souvent vrai, hein, d'ailleurs les deux premiers, ils avaient tout à fait dans ce cadre-là. Et elle me raconte qu'en fait, l'histoire a commencé dès décembre 2013, donc je l'ai vu en 2016, donc ça faisait 3 ans avant, avec des lombalgies aiguës en déplaçant pianoforte. Elle a clairement identifié ce facteur comme un facteur déclenchant, et dans les suites, elle a pris du repos, des traitements antalgiques, un arrêt de travail. Elle a fait de la kiné qui n'a pas donné grand-chose, elle a vu un ostéopathe. Elle m'a dit qu'il ne s'était pas donné, c'était un peu cher, c'était pas remboursé. La phytothérapie, ça c'était encore plus cher. Elle est voir un rhumatologue qui a fait des examens complémentaires, un scanner IRM. Il y avait un petit débord discal, pas de signe de compression radiculaire, donc rien de bien particulier, pas d'indication donc à faire une infiltration ni même de la chirurgie. Elle est allée voir un chiropracteur, a ressenti un petit peu des soulagements. Bref, un parcours, disons, qui est assez classique.
qu'on peut tous connaître, parce que disons les lombalgies, on en a tous, surtout quand on déplace des pianos, c'est quand même un objet très lourd, et c'est vrai que c'est une situation qui est très fréquente, et qui est très handicapante. C'est vrai que c'est très gênant d'avoir des lombalgies. Je ne me moque pas du tout de cette patiente, elle était vraiment très, très embêtée par ses douleurs. Et il y a eu un coup de théâtre, avis neurologique, qui s'est dit, bon voilà, on va faire un électromyogramme, et qui ne montrait pas de souffrance radiculaire, mais il s'est dit, bon quand même, peut-être il y avait une petite lombosciatalgie, voilà, maladie de Lyme, et ben on va faire une sérologie. Donc sérologie demandée par le médecin traitant, qui n'était pas du tout exigée par la patiente, et c'est ça qui a finalement troublé, parce que ça faisait 3 ans qu'elle avait ses lombalgies, qu'elle avait fait le parcours un petit peu comme on fait à chaque fois, et là, on lui apporte un diagnostic. Peut-être s'agit-il d'une maladie de Lyme. Alors, j'avais pas prévu cette animation-là, excusez-moi. Globalement, la sérologie, ça donnait ça. IgG négative, IgM positive. Et donc on lui dit, oui, voilà, ça peut confirmer, vous avez bien une maladie de Lyme. Alors quand je l'ai vu, finalement, qu'est-ce qu'elle avait? Les lombalgies avaient fini quand même par s'estomper. Une douleur radiculaire selon un trajet S1, c'est typique, donc pourquoi pas. Mais pas de trouble moteur, pas de trouble sensitif, pas de facteur déclenchant. Prédominance plutôt matinale, petite amélioration après changement de matelas. Enfin, ça persiste un petit peu. Globalement, elle allait pas si mal que ça, elle avait un petit peu de sciatalgie. Et en fait, est-ce qu'elle a une maladie de Lyme ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans ces situations-là, on fait un petit peu le pour et le contre. On prend notre balance. Sur le plan épidémiologique, certes, elle est dans les Vosges du Nord. Enfin bon, elle est plutôt en voiture et dans un milieu un petit peu pas trop à l'extérieur. Elle a bien sûr des radiculalgies, je pense qu'on peut se poser la question, avec un petit peu ce côté inflammatoire matinal, mais elle a aussi des douleurs rachidiennes, elle a aussi, quand je l'examine, des douleurs sacroiliaques, elle a quand même des douleurs, elle a un syndrome rachidien évident. Et puis sur le plan biologique, il y a des IgM isolés, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très souvent, et qui est probablement en rapport avec le manque de spécificité de cette sérologie en IgM, avec des faux positifs qui sont très fréquents, et une évolution de 3 ans. Donc à 3 ans, ce qu'on attend vraiment, c'est qu'il y ait des IgG qui témoignent donc de l'ancienneté de l'infection, alors que là, les IgG étaient absentes. Donc clairement, le diagnostic ici, c'est un diagnostic qu'on ne retient pas. C'est pas une maladie de Lyme, c'est quelqu'un qui avait effectivement des problèmes de rachialgie, de sciatalgie, mais qui n'avait rien à voir avec la maladie de Lyme. Alors juste un petit mot pour illustrer ça, c'est la place des sérologies, parce qu'on en parle beaucoup, il me semblait quand même important d'aborder, c'est toujours pas dans les antibiotiques. Alors, ça passe pas très bien, mais il y a, disons, beaucoup de polémiques sur la validité, la fiabilité des sérologies telles qu'elles sont faites actuellement, sachant que la sérologie est le test diagnostique par excellence qu'on propose dans la maladie de Lyme, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à proposer, et que comme toute sérologie, elle a le défaut des sérologies, c'est-à-dire que c'est une méthode de diagnostic indirecte, qui va non pas identifier la bactérie, mais qui va identifier les anticorps, et donc il va être incapable de nous dire si on est en face d'une maladie évolutive, avec présence de bactéries, ou en face de quelqu'un qui a eu une maladie un jour ou l'autre, qui en a peut-être guéri, qui a gardé une immunité, comme on peut avoir dans tant d'autres maladies infectieuses. Donc, on a beaucoup critiqué les sérologies. Il y a eu un effort clair qui a été fait au cours des 2 dernières années, de publication, de validation, on a regardé tout ce qui est marqué dans la littérature. Le CDC, donc l'Organisme européen de surveillance des maladies, s'en est emparé, a publié un document avec tous les tests qui étaient pris les uns après les autres. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc vous voyez que tous les tests ont été analysés. Regardez, évidemment, la qualité des publications est inégale d'un kit à l'autre, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on regarde, alors vous ne voyez pas, c'est trop loin, ici c'est la sensibilité, ici c'est la spécificité, il y a des kits, surtout les plus anciens, qui ont des très mauvaises sensibilités, c'est-à-dire qu'ils sont parfois incapables de détecter des vraies maladies de Lyme, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Vous avez des sensibilités d'ordre de à peu près 50-60%, donc c'est pas bon. Par contre, quand on voit ici, ici les IgG, je crois que c'est les IgM, par ordre chronologique, et les derniers qui sont sur le marché actuellement ont des sensibilités qui sont bien meilleures, avec cette publication qui a été faite et qui a fait un petit peu le point, donc ça passe peut-être pas très bien, mais dans les formes articulaires, vous avez une sensibilité pour les IgG qui est de l'ordre de 96%, mais pour les neuroborrélioses, ça c'est un peu important à savoir, on a une sensibilité qui est bien plus faible, je ne vois pas là où je suis, une sensibilité pour les neuroborrélioses qui est de l'ordre de 60% à peu près, 0,589, voilà. Et ça témoigne que les neuroborrélioses sont souvent des formes assez aiguës. Je fais référence un petit peu à la publique que je vous ai montrée tout à l'heure, avec ces neuroborrélioses précoces, qui peuvent échapper au diagnostic sérologique et où la ponction lombaire est vraiment très importante à faire quand on y pense. Donc,
Pour finir sur cette sérologie, ça passe pas très bien. L'ESVOR, c'est le groupe européen qui s'occupe de borréliose, a fait cette synthèse où on distingue bien les formes de neuroborréliose précoce, où effectivement la sensibilité est probablement un petit peu insuffisante, des formes de neuroborréliose plus anciennes avec une évolution de plus de 6 mois, ou des formes articulaires où la sensibilité, vous me croyez sur parole, elle est à plus de 95%, voire même à 99% en moyenne, donc une excellente sensibilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que quand la sérologie est négative, on peut éliminer le diagnostic, sauf dans des cas peut-être, c'est pas 100%, mais dans la plupart des cas, on peut éliminer le diagnostic. Et juste pour revenir, pour finir avec la sérologie et les IgM, puisque je vous ai parlé d'IgM, c'est très mauvais, puisqu'on a, dans cette étude-là, sur 180 patients en IgM, 50 faux positifs, donc ça fait beaucoup, ce qui nous donne une valeur prédictive positive de l'ordre de 19%, c'est-à-dire que ça vaut rien, à tel point qu'on est même en train de se poser la question de savoir si c'est intéressant purement et simplement de garder ce test des IgM. Et personnellement, on est en train de se dire qu'il vaut peut-être mieux carrément le laisser tomber, ça n'apporte pas grand-chose, puisque la phase aiguë, elle est diagnostiquée sur le plan clinique avec érythrémigrant, donc on n'a pas besoin de sérologie de type IgM. Alors un petit mot sur les formes articulaires très rapidement, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé. Alors il existe effectivement des arthrites chroniques qui peuvent évoluer pendant plusieurs années, mais quand on les traite, et ben ça marche. Alors on peut isoler des borrélias, mais plus on attend, plus les borrélias sont difficiles à isoler. Et quand on traite ces patients, et ben ça finit par se négativer. Il faut parfois attendre 12 mois pour négativer les prélèvements par PCR. Donc la PCR, c'est pas non plus, ça ne représente pas la bactérie vivante, mais il y a des traces d'ADN qui peuvent rester très longtemps. Et ça finit toujours par se négativer, avec une réponse clinique qui finit parfois par mettre du temps, mais par répondre au traitement antibiotique. Donc la présence d'ADN, elle peut être prolongée, mais ça ne veut pas non plus forcément dire que c'est une évolution défavorable et que c'est une forme chronique. Simplement, l'organisme met beaucoup de temps à éliminer cet ADN. Alors, si on regarde un petit peu quels sont ces patients avec ces symptômes persistants pour lesquels on a parfois un petit peu du mal à s'en sortir, j'en ai plus pour trop longtemps, est-ce que c'est des problèmes de persistance de Borrelia qui restent très longtemps? Alors il y a des choses très bizarres qui sont faites dans la littérature scientifique. On voit apparaître maintenant, l'une des hypothèses, c'est que les Borrelia resteraient dans le biofilm. C'est très mode le biofilm, on connaît ça pour les staphylocoques, pour le matériel. Et ben on trouve également des bactéries de type Borrelia qui sont capables d'être dans le biofilm, mais c'est uniquement in vitro. C'est vraiment des expérimentations très fondamentales et il n'y a aucune corrélation connue actuellement sur ce qui se passe in vivo. Donc l'extrapolation de ce genre de principes physiopathologiques et de principes thérapeutiques, parce que là ils ont testé des antibiotiques, elle est quand même très loin de la réalité qu'on rencontre. Alors après, c'est peut-être des séquelles de borréliose de Lyme, un petit peu comme pour notre patient. Alors quand on regarde un petit peu les séquelles, je ne peux pas m'empêcher de citer une excellente étude qui a été publiée il y a à peu près 1 an dans le New England Journal of Medicine, étude randomisée, double aveugle, contre placebo, des patients qui avaient une vraie maladie de Lyme ou pas, enfin, en tout cas qui ont été traités par une antibiothérapie et qui n'ont pas répondu à cette antibiothérapie. Ils n'avaient pas tous les critères de borréliose de Lyme. Le principe, c'est qu'ils pensaient avoir une borréliose et ils n'ont pas répondu au traitement. C'est ça le critère d'inclusion. Et bien ces patients-là, ils ont été divisés en plusieurs groupes. Un groupe traité par doxy plus hydroxychloroquine, un groupe traité par doxy, un groupe traité par clarithromycine plus hydroxychloroquine et un groupe placebo. Et ils ont eu ce traitement pendant 12 semaines, donc 3 mois, un traitement assez prolongé. Et en fait, le résultat, le critère d'évaluation principal, c'était un score, c'est le score SF36, un score de qualité de vie. Petit P0,69, c'est pas du tout significatif, et si vous prenez tous les autres critères d'évaluation, il n'y en a pas un seul qui était significatif. Bref, le placebo faisait strictement la même chose que claritro plus hydroxychloroquine, et strictement la même chose que la doxy, c'est-à-dire que c'est juste effet placebo, il y avait une petite amélioration chez certains patients, et d'autres qui ne répondaient pas du tout. Cette étude a quand même montré qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire des traitements prolongés, on est probablement dans quelque chose qui peut être considéré comme un petit peu séquelaire, ou alors des diagnostics totalement différents. Alors que disent les dernières recommandations? Les Suisses se sont positionnés sur les traitements du post-Lyme disease, et clairement ils disent finalement il n'y a pas d'évidence pour proposer un traitement dans ces post-Lyme disease. Alors qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que c'est d'autres mécanismes physiopathologiques qui expliquent un petit peu tout ça? Alors là aussi je suis tombé là-dessus récemment, je trouve ça trop drôle. C'est des publications, c'est une publication qui a été publiée dans une revue de psychiatrie, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas spécialiste,
où le psychiatre voulait faire comprendre que beaucoup de patients qui avaient des syndromes psychiatriques pouvaient avoir une maladie de Lyme. C'est aussi assez à la mode. Et donc il propose ce qu'il appelle, c'est du copier-coller, hein. J'ai rien noté, j'ai rien rajouté, je trouve que ça suffit à soi-même. The Death Formula, la formule de la mort, où les patients ont une maladie de Lyme et ensuite ils s'engagent dans une explication physiopathologique sur un processus qui implique des cytokines inflammatoires, c'est vrai que ça marche, une dysrégulation du tryptophane, moi je ne suis pas spécialiste, déjà c'est un peu plus bizarre, l'histoire de dysrégulation des glutamates, etc. Et puis finalement ça aboutit aux dysfonctionnements psychiatriques et au suicide, et aux homicides aussi. Donc peut-être qu'un jour on va se suicider à cause de la maladie de Lyme, mais peut-être que les gens qui font des homicides, c'est un peu à la mode, peut-être que c'est à cause de la maladie de Lyme. Ça va certainement sortir un jour ou l'autre. Je trouve que voilà, alors moi évidemment je suis un peu ironique, vous avez compris, mais ce genre de publication est utilisé par certains patients et certains médecins pour appuyer leur discours, et c'est un petit peu difficile parfois. Alors, peut-être que le problème c'est simplement parce qu'il y a d'autres diagnostics, et je finirai avec mon dernier cas clinique, et c'est là que je finirai. Juste pour illustrer ça, patient de 52 ans, une histoire assez récente, il est arrivé il y a quelques mois, antécédent également colopathie fonctionnelle, syndrome anxio-dépressif, psoriasis, cervicalgie chronique, rupture de la coiffe des rotateurs, bref, un terrain qu'on retrouve souvent quand il y a des pathologies un petit peu chroniques, et puis finalement on a tous un peu ça, parfois un peu mal à la nuque, troubles digestifs, voilà. Un terrain un petit peu dans le milieu médicalisé, aide-soignante, et puis en février 2013, donc là encore ça fait maintenant 4 ans, elle avait présenté un épisode de sinusite avec des céphalées, malgré le traitement antibiotique. Ensuite, dans les suites de cette infection, elle a commencé à avoir des signes neurologiques avec une diplopie binoculaire, puis paralysie faciale, donc quand même des signes quand même un petit peu inquiétants. Elle a une IRM, l'IRM conclut à une méningo-radiculite avec une atteinte des nerfs crâniennes. On se dit, ah, c'est intéressant, donc bien sûr une ponction mammaire a été faite, avec une méningite lymphocytaire hypoglycorachique qui a été identifiée. Donc on a vraiment des choses bien concrètes, qui globalement, finalement, si on fait abstraction peut-être du début, avec une atteinte radiculaire, des signes IRM, une méningite lymphocytaire à la fonction mammaire, on est sûr qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Et puis on se dit, ben, pourquoi pas, voilà, la maladie de Lyme, la bioétiologie qui a été faite. La sérologie de la maladie de Lyme, elle est positive en ELISA. Le Western blot, il y a une seule bande, donc c'est un petit peu cette discordance entre les deux tests qui sont utilisés, l'ELISA d'un côté et le Western blot. Officiellement, quand on a une seule bande en Western blot, ça ne confirme pas la sérologie. On doit conclure à un test soit douteux, soit carrément négatif. En tout cas, ça remet en cause l'ELISA, qui est parfois un petit manque de spécificité également. Dans ce contexte, hypoglycorachie, méningite lymphocytaire, évoqué une tuberculose, un traitement a été instauré, ça l'a un petit peu amélioré. Et puis, ils ont fait également une synthèse intrathécale d'anticorps spécifiques qui était positive, avec un index. Alors l'index, c'est le ratio, et le seuil, il est juste à 2. Donc là, on est à 2. On est juste au seuil, mais quoi qu'il en soit, on s'est dit, bah, pourquoi pas, si ce n'est pas une tuberculose, c'est peut-être une maladie de Lyme, ça pouvait correspondre quand même à la description. Donc un traitement par ceftriaxone a été proposé, et puis malheureusement la patiente s'est détériorée. Il n'y a pas eu d'amélioration, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est une histoire comme on en a rarement, parce que c'est un diagnostic assez enfin rare, il n'est pas rare, mais particulier. Il y a une biopsie méningée qui a été faite, et en fait cette patiente a un lymphome B. Mais je trouve que l'histoire était vraiment typique, parce qu'on a une histoire qui peut ressembler à une maladie de Lyme, et c'est vraiment le point sur lequel j'insiste souvent autour de la maladie de Lyme, c'est le diagnostic différentiel. Quand il n'y a pas de réponse au traitement, ou quand les tests sérologiques, ou quand l'ensemble du tableau n'est pas vraiment typique, il faut retourner au diagnostic différentiel. Alors évidemment, ça, on n'en a pas tous les jours, on est comme ça, heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même plutôt dramatique, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la patiente, mais ça remet en cause, disons, le fait qu'on veut attribuer à tort le diagnostic de maladie de Lyme, alors que le problème est un petit peu ailleurs. Alors on a tout ça, on a des gens qui ont des Parkinson, des polyarthrites, des bougerons, des derniers. Tout ça, c'est des gens qu'on a vus. Des endocardites entérocoques aussi, alors comme ça se traite avec la ceftriaxone, ben, ça marche pas. Voilà. Donc, beaucoup de patients qui sont inquiets, on peut les rassurer, ou alors il faut faire un diagnostic, c'est ça qui est l'enjeu, et c'est vraiment tout l'enjeu de la médecine, et c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est ma diapo finale. Beaucoup de médiatisation, j'ai mis le terme outrancière, je m'engage. Des réelles difficultés diagnostiques, c'est vrai que c'est pas évident. Vous avez vu, il y a des vraies maladies de Lyme, il y en a d'autres, enfin, c'est pas évident, il y en a le droit de se poser des questions, les patients ont le droit de se poser des questions, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et pour cela, je voulais juste, il y a des centres spécialisés qui vont se mettre en place et qui sont déjà en place. Alors je me suis renseigné à Dijon, dans le service de maladies infectieuses, donc il y a des infectiologues compétents
à qui on peut adresser les patients, qui ont souvent aussi des compétences en médecine interne, ou alors qui travaillent dans une structure où on peut associer les collègues pour avoir une prise en charge globale. Et je pense que c'est intéressant, c'est important, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ce qui est important, c'est de redonner confiance aux patients. Et je pense qu'il ne faut pas faire de concessions à la science, comme c'est fait actuellement de plus en plus. Je vous remercie.